Si vous trouvez que les sujets IA et data, c'est un peu le Far West, ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vendredi ou la ville durable. Ce podcast, rappelons-le tout d'abord, part d'une idée très simple. Pour construire des modes de vie plus durables, rien de mieux que de s'inspirer de ce qui fonctionne autour de nous. À chaque épisode, pendant un peu plus d'une heure, Parole d'Élu vous propose donc de nous rendre ensemble dans une ville reconnue pour son engagement, afin d'y rencontrer les nombreux acteurs locaux impliqués dans la réussite du territoire. Car oui, ce qui fait la force d'un territoire, c'est très souvent sa capacité à fédérer. Et comme vous allez très vite le découvrir dans ce 5e épisode, jouer collectif est une valeur forte en Mayenne. Alors bref de bavardage, partons sans plus tarder pour Laval, afin d'y parler VR, data et IA. En mars dernier, Parole d'Élu s'était rendue à la 6e édition du West Data Festival, où le maire de la ville, Florian Berco, nous avait fait l'honneur de nous accueillir. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous consacrer un peu de temps. On est ici dans l'espace Mayenne. Première question sur ce lieu. C'est un lieu de congrès, de festival. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ici et quelle est un peu la particularité de ce lieu ? Oui, c'est un très beau lieu donc porté par le conseil départemental de la Mayenne, qui est un lieu qui est à la fois sportif, puisque en Mayenne, on a quelques champions, notamment des matchs de futsal et de basket. C'est un lieu culturel pour des concerts, mais c'est aussi un lieu d'événements économiques, de festivals, comme aujourd'hui le West Data Festival. C'est le festival régional dédié à l'intelligence artificielle, et aux technologies émergentes du numérique, si on veut élargir le spectre. Historiquement, on connaît à Laval l'avance que vous avez sur la VR. Pourquoi ces deux festivals à 2 mois d'écart quasiment ? Quelle est un peu la stratégie derrière ? La stratégie, c'est de se dire que dans les villes moyennes, finalement, c'est là où se fabriquent véritablement les produits nécessaires aux Français. Ces villes moyennes, comme Laval, sont des bastions industriels très importants. 25% du PIB de Laval agglomération est industriel. L'automobile, l'agroalimentaire et tous les besoins autour du numérique. Donc c'est pas un hasard si d'un écosystème robuste industriel, d'innovation, à la française, si on rajoute du serviciel, si on rajoute de l'enseignement supérieur, on peut faire émerger des nouvelles entreprises, des nouvelles solutions et être un laboratoire de réflexion sur ce que sera le monde demain. Donc, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'abord d'un tissu industriel et d'entrepreneurs conquérants, prêts à l'export, et puis d'une volonté politique, puisqu'effectivement, il y a 25 ans, François Daubert, qui était à la fois maire, mais qui a été ministre de la Recherche, a eu cette intuition que de spécialiser un territoire sur une technologie numérique émergente, qui est la réalité virtuelle et augmentée, ça avait du sens et ça pouvait apporter peut-être de la valeur ajoutée demain sur le territoire. C'est pas aussi simple que ça, on dit pas du jour au lendemain Laval sera la Silicon Valley de la réalité virtuelle. C'est un combat parce qu'il faut tous les ingrédients, le tissu industriel, l'enseignement supérieur, les financements et évidemment les entreprises nouvelles. Et pour ça, on s'adosse sur des outils, les technopoles. On a une technopole, Laval Mayenne Technopole, qui organise le West Data Festival, mais on a aussi des associations comme Laval Virtual qui portent le festival sur la réalité virtuelle et augmentée. Et on a aussi des associations comme Clarté, qui sont des développeurs de solutions informatiques pour le compte d'entreprises privées ou de collectivités locales. Donc des formes un peu hybrides. Et donc ça, c'est une chance. On a tous les outils pour nous développer et aller capter cette forte valeur ajoutée et se développer dans le monde du numérique. J'imagine qu'au début, les gens devaient faire des grands yeux quand on entendait Laval et réalité virtuelle. Depuis combien de temps la situation a changé ? Depuis combien de temps finalement vous êtes passé de ce côté outsider à vraiment une référence au niveau national ? Je pense que ça fait plusieurs dizaines d'années quand même, je dirais pas une bonne quinzaine d'années, que Laval s'est érigé en place, en tout cas européenne, sur cette niche qui est la réalité virtuelle et augmentée. Aujourd'hui, c'est le plus gros festival européen. Pendant plusieurs jours, on reçoit des dizaines de milliers de personnes, une quarantaine de nationalités, et ça débat de sujets très techniques, tant d'un point de vue pratique et business, mais aussi de l'usage de demain de ces technologies, de l'éthique autour de ce monde du numérique. Il est tellement important parce que l'innovation pour l'innovation, ça ne sert à rien. Il faut que l'innovation soit en conscience, soit au service du bien commun, soit au service des hommes et pas l'inverse. Ça me semble vraiment essentiel. Et c'est à nous de dompter finalement cette technologie pour mieux vivre et relever les défis qui sont devant nous, transition écologique, notamment pour survivre à ce grand défi.
Je crois que le point que vous évoquiez était un point important des dernières Internet connectées. Justement, comment impliquer la population dans tous ces changements, pas seulement d'usage, mais finalement ça technologiques. Est-ce que c'est quelque chose, un point sur lequel vous avez aussi des moyens d'action au niveau municipal ou au niveau de l'agglomération pour que finalement ce ne soit pas seulement les professionnels du secteur, mais que ça soit aussi ouvert au plus large à la question des services publics, on va dire. Moi déjà, je veux que les entreprises prennent conscience que la compétitivité dont on parle tant depuis des années dans le débat public, elle se passe aussi par la compétitivité environnementale et numérique. C'est en innovant qu'on reste fort par rapport à nos compétiteurs américains ou chinois notamment. Donc ça me semble vraiment essentiel. C'est eux les fers de lance, un peu les sentinelles de l'innovation. Et puis derrière, il y a effectivement tous ceux qui vont s'emparer de cette technologie, les usagers, le citoyen, les collectivités, et qui vont se servir de cette technologie pour mieux faire du service public, pour mieux servir les intérêts. Et ça nécessite un changement culturel, une culture du numérique à développer. Donc nous, on déploie des conseillers numériques pour laisser personne sur le bord du chemin. On déploie des outils informatiques pour être au plus proche, des plateformes de votation, des plateformes de budget participatif. Ce ne sont que des exemples, mais il y en a tant dans le monde éducatif, par exemple, aussi pour permettre aux plus jeunes de développer, de comprendre des contenus pédagogiques grâce au numérique. Finalement, il est entré dans nos vies. Et ça me semble essentiel, ça nous permet de mieux vivre, pas toujours. Donc il faut savoir dénoncer aussi le numérique qui nous pervertit, qui nous isole. On sait très bien la lutte qu'on doit avoir contre les écrans pour les jeunes enfants. Moi je suis assez ahuri de finalement cette décérébration, je ne sais pas si ça se dit, mais cet impact sur le cerveau qu'ont les écrans. Ça, on doit s'en prémunir, et c'est aussi le rôle des politiques publiques, du citoyen, d'alerter et de faire attention à cet usage du numérique. Vous avez évoqué tout à l'heure finalement différentes actions, depuis l'enseignement jusqu'au soutien aux entreprises. Ça veut dire aussi des compétences différentes, des niveaux de collectivité différents qui interviennent. Tout ça n'est pas possible si chacun tient dans son coin. Clairement, nous, à Laval, en Mayenne, on a un véritable esprit de coalition qui nous caractérise. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a une idée, qui va dans le bon sens, qui est au service du territoire, tout le monde se réunit, qu'on soit entreprise, qu'on soit blanc, noir, rouge, peu importe, tout le monde se met autour de la table et on co-construit la solution, on en est fiers derrière. Ça, c'est important de dire que c'est aussi à cette échelle locale qu'on peut construire des solutions. Et finalement, notre pays, on a peut-être du mal à en être fiers à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, quand on se regarde, on est fiers des solutions qu'on porte, on est fiers de voir des événements comme aujourd'hui, West Data Festival, organisé par la Technopole de Laval, de réunir autant de monde, autant d'intelligence et de se dire que oui, c'est possible. Et je vois des entrepreneurs qui ont des solutions, par exemple dans la mobilité connectée, et je me dis waouh, en fait la suite elle est avec eux, et on est vraiment des territoires de progrès, et coalisés, on peut être fiers de notre destin national qu'on reprend en main. Vous avez évoqué à l'instant la Technopole, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Qu'est-ce que ça représente en termes d'entreprise? Alors la Technopole, c'est d'abord une grande communauté d'entrepreneurs, des grandes entreprises qui sont adhérentes parce qu'elles veulent développer de l'open innovation, parce qu'elles veulent peut-être développer aussi la culture entrepreneuriale et l'innovation au sein même de leur entreprise, mais aussi des jeunes entreprises qui veulent se créer, des jeunes entrepreneurs, ils ne sont pas forcément jeunes, mais créer des jeunes entreprises avec un programme d'incubation très important, et puis d'éducation à l'entrepreneuriat avec un programme Pépite qui vise à aller voir les jeunes d'enseignement supérieur et les inviter à peut-être demain devenir des entrepreneurs. Donc c'est un rôle vraiment d'acculturation, de changement culturel du numérique, d'appropriation, de volonté d'entrepreneuriat. Donc elle est essentielle pour nous. C'est 18 personnes qui sont au service de cette innovation. Et puis il y a un pôle qui capte des fonds européens aussi pour développer des innovations, par exemple dans le monde agricole ou dans la production d'énergie renouvelable bas carbone. On voit bien que c'est un outil où il se passe énormément de choses, ça fourmille, c'est parfois un peu complexe à comprendre, mais ça a une utilité essentielle. Aujourd'hui, c'est un rôle presque de sentinelle et développement d'une culture de progrès. Et ça me semble important sur notre territoire. Comme vous venez de l'entendre, la Mayenne tire aussi sa force du travail en bonne intelligence qui est mené par ces différentes collectivités. Communes, EPCI, départements et régions tirent en effet dans le même sens pour défendre leur territoire au-delà des clivages. Pour en savoir plus sur le rôle de chacun, échangeons maintenant avec le président du département, Olivier Richou. Vous êtes intervenu, je crois, ce matin à l'inauguration du West Data Festival. Est-ce qu'il y avait un message particulier que vous avez voulu transmettre à tous les participants ? Le message
message essentiel pour moi était de dire que il n'y a d'avenir que dans l'innovation et que aujourd'hui l'industrie de l'intelligence artificielle, c'est l'industrie de demain, que la Mayenne avait été visionnaire autour de François Daubert et de l'initiative de développer sur la Mayenne un cluster dans le bon sens du terme sur l'intelligence, non pas sur l'intelligence artificielle mais sur la réalité virtuelle, et qu'aujourd'hui on voyait bien que la technologie de plus en plus émergente pour l'avenir était la technologie de l'intelligence artificielle, et que je remercie les organisateurs de s'être positionnés depuis pour la 6e fois sur ces éléments, et West Data Festival était sans doute un élément marquant pour le territoire de la Mayenne. Est-ce que c'est un écosystème qui vit tout seul de son côté, ou est-ce que en tant que collectivité, même si bien sûr c'est pas tout ce qui est économie, c'est pas une compétence départementale, si je me trompe pas, ouais. Est-ce que vous avez quand même du coup Exactement. Nous soutenons en tant qu'événement par nos budgets communication cette initiative. Effectivement, nous ne pouvons pas soutenir réglementairement, selon la loi, les initiatives qui touchent les entreprises, mais l'IA demain sera dans tous les secteurs. J'évoquais deux secteurs, un que je connais bien, qui est la justice en tant qu'avocat, pour dire que demain l'IA aura une part importante dans la justice, et l'autre sujet qui pour moi est un sujet essentiel, qui est la médecine. L'IA aura aussi un rôle essentiel dans l'accompagnement du diagnostic pour le médecin. Donc on voit que cette technologie n'est pas réservée qu'au secteur industriel, et qu'elle est effectivement, elle sera demain dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce que les entreprises qui sont présentes ont un rayonnement international? Est-ce qu'on vient de partout dans le monde à Laval? Oui, alors j'ai pas eu le temps d'échanger avec les participants, mais il n'y a bien sûr pas que des Mayennais à être présents à cette manifestation, et nombreux représentants de beaucoup de régions françaises sont là, en sachant que cette technologie est une technologie qui de toute façon est assez clairement mondiale, et que l'avenir est malheureusement dans un avenir qui ne peut se faire qu'avec les Américains. On a vu que la société française Mistral, qui souhaitait rester indépendante, vient de faire rentrer Microsoft, je crois, dans son capital. Ce qui démontre que c'est compliqué d'exister dans l'IA d'une façon française, voire même européenne indépendante, et que c'est forcément un maillage mondial qui est à l'œuvre sur ces technologies-là. Se tourner vers la population, vers les citoyens par rapport aux enjeux d'usage avec l'IA, est-ce que c'est des questions qui se posent de plus en plus en tant que c'est d'abord des questions qui se posent dans un domaine qui est le domaine des services que nous rendons à la population. Nous rendons des services à la population, notamment dans le domaine du grand âge ou du handicap. Nous sommes les acteurs de référence. Bien évidemment, ce sont des outils qui vont être utilisés dans ce cadre nécessairement. Il faut que demain, quelqu'un qui souhaite avoir accès à une meilleure connaissance des différents outils qui sont là en support, notamment d'une personne qui cherche par exemple à être renseignée sur comment accéder à un dossier d'aide personnalisée d'autonomie, ou demain un dossier de handicap, puisse bénéficier des technologies liées à l'intelligence artificielle pour lui permettre d'accéder plus facilement à l'information. Donc oui, des technologies seront nécessairement intégrées, notamment par les conseils départementaux, mais par l'ensemble des collectivités locales. De par ses compétences en matière de développement économique, social et culturel, la région est bien évidemment l'autre acteur très important engagé dans cette aventure du West Data Festival. Nous avons maintenant rendez-vous avec une femme politique que nous connaissons bien sur Parole d'Élu. Madame Constance Nebula est vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire en charge du numérique, et par ailleurs présidente de l'association Open Data France. C'est un événement qui est effectivement soutenu à la fois par la région indirectement, parce qu'on est un acteur qui soutient fortement Laval Mayenne Technopole, qui est donc porteur de cet événement du West Data Festival. Et puis
également soutien à travers DIVA notamment. DIVA a décidé de jeter son dévolu entre guillemets sur le West Data Festival et d'en faire son événement phare pour parler d'IA et de data, à la fois aux acteurs régionaux mais au-delà. DIVA, est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est une institution? Alors c'est un consortium. DIVA, donc Digital Innovation Value Acceleration, est un consortium ligérien qui a la particularité de réunir autour de la table 11 différents partenaires qui sont répartis sur nos 5 départements. Et en fait, ils représentent chacun, je dirais, un mode d'accompagnement vis-à-vis des acteurs économiques. Donc ça va de l'université, ça va à la chambre de commerce, ça va bien entendu au technopole, au pluriel, puisqu'on a plusieurs technopoles, en passant par ADN Ouest, etc. Et donc on a ce groupement de partenaires qui se sont mis autour de la table pour proposer un projet à l'échelle européenne, puisqu'ils ont répondu à un appel à projet européen. Ce consortium est financé très fortement par la Commission européenne. Et puis la région, elle est dans ce consortium par l'intermédiaire de son agence, Solutions Eco, et finance la plupart des partenaires qui sont autour de la table, membres de ce consortium. Une fois qu'on a dit ça, donc DIVA, qui a été lancé il y a seulement 1 an finalement, au West Data Festival, on avait profité l'année dernière de l'événement pour annoncer officiellement DIVA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annoncer, pour commencer, une offre de services pour les entreprises du territoire, plutôt particulièrement les TPE, PME, entre guillemets dites traditionnelles, donc pas forcément les plus numérisées, mais bien au contraire, tout type d'entreprise, pour les intéresser, les sensibiliser et passer à l'action sur la pertinence et l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle et la bonne gestion de la donnée pour leur compétitivité, pour leur performance, comme levier économique pour leur activité, en ligne de mire quand même, d'avoir une volonté de parler d'IA au service de l'humain et par l'humain pour l'humain, donc la notion d'IA éthique qui est fortement présente au sein de DIVA. Est-ce que vous pensez aussi collectivité? Vous avez aussi un rôle important dans une association nationale au niveau d'Open Data France. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Alors, effectivement, je suis présidente d'Open Data France. Open Data France étant une association qui promeut l'ouverture des données par les collectivités locales, qui les aide, qui les soutient, qui favorise la réutilisation, la standardisation, le développement de cas d'usage, etc. Et puis avec aussi un rôle de lobbying, oui, de plaidoyer au niveau national pour la question de l'open data. Quand on parle d'open data, forcément, donc, du coup, on a la question de la data elle-même. Et aujourd'hui, la question de l'IA est de plus en plus prégnante dans les collectivités. Mais là aussi, on a la question du cercle des initiés. Ceux qui sont les précurseurs en matière d'open data sont les précurseurs qui se posent des questions en matière d'IA. Le grand public a découvert l'IA alors que c'est ce qui existe depuis bien longtemps, mais le fait que ce soit démocratisé, médiatisé, les élus non au numérique ou non initiés, du coup, ont envie de s'y intéresser parce que c'est devenu un sujet grand public. Donc la question de savoir si on va s'y intéresser avec Open Data France, c'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse parce que tout le monde a envie de parler d'IA et tout le monde veut faire de l'IA, mais il ne faut pas tomber dans le gadget, il ne faut pas tomber dans l'affichage. Il y a quelques années, on parlait de Smart City un peu à tout va. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de parallèle Je dirais même plus que ça. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand on parlait de Smart City il y a quelques années, après on a parlé de territoire intelligent, on en parle encore un petit peu, on a parlé aussi beaucoup de villes connectées, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Et moi, je suis persuadée que ces termes ont vocation à disparaître et que c'est une bonne chose, dans le sens où cette façon de faire la ville va être intrinsèquement lié à je vais pas dire au métier, mais à la façon pour l'élu, pour le décideur de faire la ville. Donc on va même plus poser la question de j'ai un programme Smart City. Non, c'est la façon de faire la ville. On intègre la question de l'innovation, on intègre la question du numérique, on intègre la question de l'efficience par la technologie. Donc moi je suis vice-présidente d'Angers Métropole en charge du territoire intelligent. Et quand on demande la question de quelle est l'implication citoyenne sur le territoire intelligent, c'est peut-être un peu polémique quand je le dis, mais néanmoins j'assume. Le territoire intelligent, s'il est bien fait, il ne se voit pas, il ne se perçoit pas. Au niveau de l'open data, il y a quelques années, les collectivités mettaient à disposition. Maintenant, j'ai l'impression que les collectivités ont envie de l'utiliser. Alors c'est marrant qu'on ait cet échange parce que hier soir, j'étais avec Axel Lemaire pour un débat sur l'open data. On a une évolution de l'open data en France ces dernières années qui fait qu'on est passé de l'obligation légale d'ouvrir les données
qui est une bonne chose parce que ça a permis d'amorcer les choses, même si ça n'a pas été accompagné, et c'est quelque chose que je regrette et que je dis et que je partage. On ne fait pas une loi si on n'anticipe pas la manière dont elle va être mise en œuvre. Ça me paraît inconcevable de travailler dans ce sens-là, mais c'est ainsi. Les communes qui sont concernées par la loi pour une République numérique, c'est donc plus de 3500 habitants, donc on est sur des petites communes qui n'ont pas de moyens. Et on a une obligation légale qui est venue s'ajouter à un certain nombre de contraintes sans accompagnement. Je ne parle même pas d'accompagnement financier, mais un minimum d'explication de à quoi ça sert. Bref, donc on a l'obligation légale de l'ouverture des données. L'argument numéro 1, c'était la transparence. Les collectivités doivent ouvrir leurs données par transparence pour mobiliser notamment l'implication citoyenne, pour susciter du débat, pour qu'il y ait une transparence de l'action publique, etc. Et c'est un bon argument. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'argument principal. Enfin, en tout cas, je le constate, quand on a encore une fois franchi cette barrière du cercle des initiés, une fois que tous les précurseurs se sont lancés, on arrive à un plafond de verre. Aujourd'hui, 15% des collectivités éligibles à la loi ont ouvert leurs données. Et on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin si on reste sur ces arguments-là. L'argument aujourd'hui qui permet de passer un cap, de passer le levier et de massifier la dynamique, c'est l'usage. Donc c'est ça qui aujourd'hui, moi, plus me préoccupe. C'est pas le volume de données, c'est plutôt quelle donnée, quelle qualité de la donnée, pour quel service. La question de la standardisation, de la réutilisation, tout ça sont des questions centrales qui devraient plus nous préoccuper plutôt que le principe de l'open data. Donc oui, on y a une évolution de la question de l'open data et de la data en France ces dernières années. Merci beaucoup. De rien. Le quatrième mousquetaire qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est bien évidemment l'agglomération. Jérôme Allaire, maire d'Entrammes et VP de Laval Agglo, en charge de l'innovation, a bien voulu répondre à nos questions lors du festival. Bonjour, merci de ce temps que vous nous consacrez. On est ici au West Data Festival. Alors, West Data Festival, c'est un peu le petit jeune par rapport à l'autre festival du mois d'avril, c'est bien ça, au niveau de la VR. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dresser un peu le paysage de pourquoi ces deux festivals? Est-ce qu'il y a des particularités sur chacun? Oui, effectivement, il y a des particularités. On est sur une organisation un peu nouvelle autour de l'IA et de la data. Si l'IA s'est démocratisée depuis un peu plus d'un an avec ChatGPT maintenant en France, c'est un vrai sujet depuis de nombreuses années dans beaucoup d'industries. Et donc l'IA et la data sont deux éléments importants puisqu'on arrive avec des bases de données très conséquentes. On arrivait aux limites des traitements finalement et l'IA permet d'aller un peu plus loin dans le traitement des données. Il y a toute une équipe derrière. Est-ce que on peut en savoir un petit peu plus sur la Technopole, comment ça fonctionne? La Technopole, c'est vraiment un incubateur de start-up qui est né avec la réalité virtuelle à la fin des années 90 et qui, depuis plus de 25 ans maintenant, draine la création, le développement, l'accompagnement de start-up, mais également l'accompagnement d'entreprises TPE, PME qui souhaitent finalement réorienter leur business, souhaitent développer des idées, des projets nouveaux. Et donc c'est un organe autour de l'innovation, qu'elle soit innovation technique, mais aussi innovation en termes d'organisation RH. Et ces temps forts viennent un petit peu concrétiser tout un tas d'éléments, tout un tas de compétences qui sont développées au sein de la Technopole. Un élément qui m'impressionne en arrivant ici, c'est finalement le côté fédérateur de l'événement. Il y a plein d'entreprises qui sont présentes. C'est une particularité du territoire d'être comme ça un peu en réseau. Alors la Mayenne, vous le savez, est un petit département. Et donc on a intérêt finalement à travailler en proximité, malgré parfois que chacun veuille avancer un peu plus vite qu'un autre. Mais sur ce genre d'événement, on a tendance quand même à se rapprocher pour avoir une vision et une force commune et organiser des événements qui marquent au niveau, dans un premier temps, régional et pourquoi pas Grand Ouest pour aller au niveau national, comme ce qui s'est fait sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Quels sont les outils que peut utiliser la collectivité justement pour soutenir l'économie et ses entreprises? Alors la compétence économique au niveau des EPCI, agglo est vraiment en place, hein, comme au niveau de la région. Donc le soutien, finalement, le relais entre Laval Marine Technopole, les startups et les groupes se fait assez naturellement, c'est-à-dire que les startups vont développer des projets, vont développer de nouvelles idées qui peuvent aussi être incubées ou se développer auprès d'entreprises locales ou plus largement. Ce qui est assez curieux, c'est que souvent les startups issues de Laval Marine Technopole vont faire leur première classe en dehors du département, voire de la région,
un peu une preuve de concept et elles reviennent ensuite avec des clients plutôt locaux. Je dirais qu'en VR, réalité augmentée, réalité mixte en général, je ne suis pas sûr qu'on ait de grands groupes sur le sujet. En tout cas, il y a des utilisateurs dans les groupes. Il y a de très grands groupes qui utilisent les techniques de réalité virtuelle, que ce soit dans le militaire, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie en général. Et souvent, c'est né de la volonté de concevoir un peu mieux des postes de travail, des lignes de production, des postes de conduite pour des navires. Les utilisateurs, par contre, de l'IA sont vraiment les premiers, certainement en France, sont issus du monde militaire, comme Naval Group, Nexter. Et puis localement, on a des groupes qui sont très attachés à l'IA et travaillent sur ces sujets-là, comme Lumines ou GIS. Alors, parmi les intervenants de demain, donc pour cette matinée consacrée à la cybersécurité, il y a une école, les IA. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous en dire un petit peu plus ? Je crois qu'elle a un impact assez important au niveau local. Finalement, c'est une chance de l'avoir ici. Oui, les IA, c'est une école vraiment centrée sur l'informatique et en particulier avec un pôle dédié à tout ce qui est cyberdéfense et cybersécurité. Donc avec de gros enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Ce sont des ingénieurs d'un très bon niveau qui sortent de ces écoles. Maintenant, il faudrait qu'on arrive encore à développer encore un peu plus peut-être la R&D avec cette école pour vraiment augmenter encore la compétence sur le territoire et garder plus de chercheurs, garder plus de jeunes diplômés pour développer cette compétence. Maintenant que nous en savons plus sur l'engagement commun des collectivités sur ces questions de data, d'IA et de VR, il est temps d'échanger avec la cheville ouvrière du festival. J'ai nommé M. Christian Travier. Vous avez beaucoup de casquettes, de missions. Comment il faut vous présenter ? Moi, je suis donc Christian Travier et mon titre officiel, c'est que je suis le directeur de Laval Mayenne Technopole, qui est donc l'organisateur du West Data Festival, entre autres. On ne fait pas du tout que ça, puisque notre mission, c'est d'aider les entreprises et les startups du département à se développer et à innover. Alors, on est ici dans un superbe espace, l'espace Mayenne. Vous avez commencé gros comme ça dès le départ pour ce festival ? C'est quoi le point de départ ? Eh bien non, parce qu'en 2018, j'ai une collaboratrice qui s'occupait du numérique qui m'a dit il faudrait qu'on fasse quelque chose dans l'intelligence artificielle, c'est en train de monter. Voilà. Alors au début, j'ai un peu hésité, je me suis dit oui, mais est-ce qu'on est bien légitime ? Est-ce qu'il y a assez d'intérêt pour ce sujet qui était... Il faut bien se replacer à l'époque, personne n'en parlait. C'était pas 2023. C'était pas 2023. Et donc finalement, elle insistait tellement, elle était un peu têtue, et donc j'ai dit bon écoute, ok, on va essayer, on verra bien. Si ça marche, on va voir. Donc un événement au Laval Virtual Center, qui est donc le lieu ici à Laval de technologie, de la réalité virtuelle. Et il y a une salle qui permet d'accueillir un peu plus d'une centaine de personnes. Et donc on a réservé ça, on a programmé, on a lancé le truc. Et on a eu tout de suite pas mal d'intérêt. Et donc on a fait, on a rempli, on a fait 180 personnes la première édition. Que Monde Pro Monde Pro, et on avait le soir, on s'est dit tout de suite, l'idée West Data Festival, ça c'est né tout de suite. On a dit on veut faire un truc qui soit à la fois pro et grand public et qui puisse permettre d'héberger un certain nombre d'autres manifestations créées par d'autres, etc. Et donc on s'est dit, tiens, grand public, qu'est-ce qu'on fait ? À l'époque, en 2019, Laurent Alexandre était assez en vue sur le sujet grand public de l'intelligence artificielle. Donc on s'est dit, tiens, on pourrait le faire venir. On contacte son agence, il nous dit OK. Bon, par contre, il fallait payer. Moi, j'avais pas de budget. Donc j'appelle 2-3 boîtes en disant est-ce que ça vous intéresse de sponsoriser une soirée avec Laurent Alexandre ? J'ai eu tout de suite un accord. Et donc on a invité le soir Laurent Alexandre. On a eu 600 personnes, grand public, pour le sujet. On s'est dit il y a donc un intérêt, une appétence. Et donc on s'est dit l'année prochaine, on va structurer un peu plus. On va faire une journée et demie, alors que la première édition c'était une journée. Et on est passé ric-rac avant le Covid, puisqu'on était en février 2020. Et puis après, on a eu 2021, Covid, on a fait tout en ligne. 2022, Covid de nouveau, parce qu'au début de l'année 2022, il y a encore eu
Et donc là, on l'a fait en 2 fois. On a fait 2 jours en ligne. Et puis après, on a reporté le présentiel au mois de mai. Et puis 2023, enfin, on a pu faire. Et donc, voilà, en mai 2022, on était déjà ici à l'Espace Mayenne. Puis ensuite, 2023, tout ici. Et voilà. Et puis on se retrouve là pour la 6e édition avec une ampleur. Et de toutes les éditions, on a monté le nombre de participants. Et quand on a regardé au bout de 4 éditions quelle était la forme de la courbe, on s'est rendu compte que c'était une vraie exponentielle. Et donc ça nous a drivé à poursuivre cette croissance. Et donc comme on a réussi à faire 1000 participants en 2023, on s'était donné comme objectif de faire 1600 ici en 2024. Alors on ne sait pas encore puisque c'est pas fini. Oui, ok. On a plus que ça d'inscrits, mais après bon, les gens... Oui, ce qui est intéressant dans le format, c'est qu'en fait on peut passer, picorer, Oui. on peut rester plus longtemps. Oui. Et puis il y a tous ces temps de pause qui sont intégrés pour rencontrer aussi Voilà. d'autres... C'est vraiment le but, parce que le but c'était d'informer les gens, de les aider à progresser, de les aider à rencontrer les gens qui peuvent les aider, de faire de la sensibilisation pour ceux qui ne sont pas encore dedans. C'est pour ça qu'on essaye de varier les formats et de varier les thématiques aussi, parce que les premières éditions, on voulait parler à tout le monde, on faisait des choses générales, mais en fait on s'est rendu compte très vite que suivant les métiers, il y a des cas d'usage spécifiques et donc il faut parler aux gens avec le langage de leur métier. Donc dès la 2e édition, on a commencé à spécialiser des sessions sur des métiers. Et alors on ne traite pas tous les sujets tout le temps, mais on a fait le tourisme, on a fait l'agriculture, on a fait cette année c'était le sport. Et puis après il y a toujours des sessions un peu générales pour l'industrie et les services qui sont, la plupart des entreprises sont là. Mais oui, on essaie de thématiser les choses pour qu'on s'adresse vraiment aux gens au plus près de leurs préoccupations. Une autre chose qui m'a épaté en arrivant, c'est le nombre de partenaires. Enfin, vous êtes vraiment soutenus. Oui, c'est un gros boulot d'organiser. On a plus d'une centaine de conférences, donc c'est énormément de travail. Moi, j'ai une toute petite équipe pour ça. Et donc forcément, on ne peut pas tout faire. Donc on a besoin d'avoir des partenaires qui nous aident. Alors il y a aussi le côté financier, mais c'est avant tout des gens qui nous aident, qui travaillent à construire les programmes. En plus, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers. Donc le sport, nous, on n'est pas introduits dans ce métier-là. Donc on a cherché un partenaire qui connaît, qui est du monde du sport, le CREPS des Pays de la Loire. Et donc c'est eux qui ont construit le programme. Voilà, et donc après, il y a différents niveaux de partenaires. Il y a ceux qui ont construit un bout du programme, c'est la plupart, puis il y a ceux qui financent, puis il y a ceux qui sont juste présents sous forme de stand. Même si c'est pas un salon, il y a quelques stands, de la visibilité. Ok. Un mot peut-être pour finir sur le hackathon qui aura lieu cet après-midi. Voilà, et donc dans l'idée d'associer les étudiants et aussi d'intéresser les entreprises à tester des choses, on s'est dit le format hackathon. Alors hackathon, c'est une entreprise pose un sujet, moi j'ai des datas de tel type, je ne sais pas trop quoi en faire, je ne sais pas comment l'exploiter, je ne connais pas la technologie. Et les étudiants, alors là pour le coup des étudiants techniques, des écoles d'ingénieurs, peuvent travailler pendant... Donc le hackathon, il se déroule avant le West Data Festival. Il y a plusieurs formats de hackathon, mais nous on a choisi de faire ça off, c'est-à-dire ils le font chez eux, dans les écoles, avant. Ils y consacrent le temps qu'ils peuvent, qu'ils veulent, enfin voilà, c'est très libre. Et puis ici, ils viennent aujourd'hui pour présenter le résultat de leur travail. Puis il y a un petit prix ensuite pour désigner la meilleure équipe. Il y aura combien d'équipes? Il y a 6 équipes qui ont candidaté cette année de 2 écoles, donc une école de Laval, une école de Rouen. Et voilà, on espère que progressivement, on va pouvoir étendre ça à plus d'équipes, plus d'écoles. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après ces premiers échanges, je voulais en savoir plus sur ce pari a priori fou fait par Laval il y a 25 ans. Pour répondre à mes questions, Alexandre Boucher, directeur de Laval Virtual et de Clarté, était la bonne personne à interroger. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ces deux structures qui sont toutes les deux singulières, qui sont à la fois Clarté et puis Laval Virtual? Alors la première qui a vu le jour, c'est Clarté, parce que Clarté remonte, je crois, à mars 1996, là où Laval Virtual va apparaître un petit peu après, en 98.
Clarté est la première structure qui apparaît avec un positionnement sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée de centre de ressources technologiques. Et d'ailleurs, Clarté, c'est un anagramme pour Centre Lavallois de ressources technologiques. L'idée, c'était d'avoir un lieu disposant de moyens de réalité virtuelle haut de gamme, très coûteux à l'époque, et de mutualiser ces ressources en offrant l'accès à des entreprises du territoire pour leur permettre de découvrir ces technologies et de leur donner un avantage compétitif en les utilisant. Ça, c'était le point de départ de Clarté. Laval Virtual arrive un peu après et vient compléter ce schéma autour de la réalité virtuelle en offrant un événement de rayonnement national dans un premier temps. Il est devenu international par la suite. Donc un rayonnement pour le territoire puisque c'est un grand lieu de rendez-vous où professionnels viennent découvrir et acheter des technologies de réalité virtuelle et augmentée. Et puis le grand public aussi au cours du week-end vient découvrir ces technologies et comment elles vont se déployer dans leur vie quotidienne. Voilà un peu la genèse, les 2 points de départ concernant Clarté et Laval Virtuel. Pour s'imposer au niveau national et international, j'imagine qu'il y a eu des phases un peu plus difficiles. Quelles ont été un peu les différentes périodes ? Il y a une première période qui est une période pionnière où là, il n'existe tout simplement pas sur d'autres territoires d'initiatives similaires sur ce champ technologique. Donc une période pionnière qui date des origines jusqu'à, je dirais, à peu près 2005-2006, quoi. Avec 2 structures qui mènent leurs actions, mais qui n'ont pas encore atteint une taille relativement importante. Derrière, il y a une autre période de 2005 à 2015 qui est une période de croissance. Le salon grossit beaucoup, Clarté grossit progressivement, diversifie son offre de services en développant des services de conseil aux entreprises, de développement d'applicatifs et d'innovation sur ces sujets-là. Et on arrive dans une phase de 2015 à 2022-23 qui est une phase où on confirme notre position, c'est-à-dire que Laval Virtual atteint le statut de salon international le plus important en Europe, si ce n'est au monde, sur ces technologies. C'est quasiment à son point culminant pré-Covid 10 000 visiteurs pendant 3 jours. Clarté se développe également, approche la barre des 20 personnes, travaille avec quasiment tous les grands groupes du CAC 40 et aussi des startups. Donc, malgré quelques difficultés passé le Covid, en particulier pour le salon, qui a été durement impacté par ce Covid et qui s'est restructuré derrière ça, je dirais que là, depuis 2023, on est rentré dans une nouvelle phase qui est un mélange de maturité sur ces technologies de la réalité virtuelle et alors j'allais utiliser le terme de concurrence, mais je pense qu'il n'est pas pleinement adapté, de défocus, c'est-à-dire qu'un intérêt extrêmement fort porté sur les technologies d'intelligence artificielle, qui sont au centre de toutes les attentions depuis 18 mois. Et aujourd'hui, l'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est comment nos technologies du virtuel vont vivre à côté ou s'emparer des technologies d'intelligence artificielle. Voilà. Je pense qu'on rentre dans cette phase de grand bouleversement de l'IA, positif et parfois un peu inquiétant, qu'il va falloir mener là au cours des 2 ou 3 années qui viennent. Voilà. Est-ce que vous faites un parallèle entre ce qui peut se passer entre l'IA et l'IoT, par exemple, où il manquait quelque chose et c'est un peu... on présente maintenant un peu comme le mariage du siècle. Est-ce que c'est un peu la même chose avec VR et IA ? Exactement. Et en fait, oui, je partage effectivement des similitudes avec ce croisement IoT-IA. Réalité virtuelle plus IA et réalité augmentée plus IA, c'est d'énormes opportunités de faire progresser ces technologies. L'IA est une technologie socle finalement qui offre de nouvelles capacités aux algorithmes et aux systèmes intelligents ou aux systèmes d'interaction ou de visualisation, et on voit des progrès rendus possibles par l'IA en réalité virtuelle, par exemple, des personnages virtuels qui deviennent intelligents, des systèmes de réalité augmentée qui sont capables de comprendre le monde qui entoure un utilisateur, des progrès rendus possibles sur les calculs de simulation, qu'elles soient simulations visuelles
mécaniques qui deviennent de plus en plus fines et performantes grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et en allant sur le site de Clarté, je voyais que vous aviez des clients, donc des gros clients qui sont un peu dans tous les domaines, plusieurs cas d'usage qui sont mis en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Les cas d'usage sont extrêmement variés quand on parle de réalité virtuelle. Ça peut aller de sujets autour de la conception de systèmes complexes. Alors là, on a des clients dans le monde de l'automobile, comme Renault, comme Stellantis, pour lesquels nous développons des logiciels ou du matériel de réalité virtuelle innovant pour leur permettre de concevoir mieux les véhicules grâce à des prototypages virtuels. Ensuite vient le sujet de la formation, inventer de nouvelles manières de former les collaborateurs d'une organisation en ayant recours à de la simulation. Donc ça peut être des plongeurs sous-marins pour l'armée, ça peut être des médecins. On a travaillé beaucoup pour le CHU de Rouen, par exemple. Ça peut être des personnes qui travaillent dans les espaces verts, qui utilisent des simulateurs d'entretien de coupe des végétaux. Ensuite viennent les outils d'assistance aux opérateurs sur le terrain, grâce à de la réalité augmentée, fournir des guides opératoires ou de l'assistance à distance grâce à de la réalité augmentée. Et puis viennent tous les usages professionnels autour des outils d'aide à la vente, c'est-à-dire des configurateurs virtuels permettant donc à une force de vente de présenter à un client des produits virtuels avant que le client les achète bien évidemment en réel. Et quand j'ai dit ça, j'ai cité les usages principaux, mais ils sont encore bien plus nombreux et dans toutes les couches finalement et dans toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, de sa conception jusqu'à son recyclage en passant par la vente, l'exploitation, etc., etc. J'avais des questions aussi plus sur le dernier festival Laval Virtual. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels ont été les temps forts de cette édition 2024? Alors une belle édition 2024, c'était un peu plus de 6000 participants, 25% d'entre eux viennent de l'étranger pour assister donc à ce salon à Laval, ce qui n'est pas anodin. Les temps forts de ce salon, ça a été entre autres la visite de la ministre secrétaire d'État au numérique, qui est venue annoncer le lancement d'un dispositif de financement des acteurs qui innovent dans ce domaine de la réalité virtuelle pour plus de 100 millions d'euros de soutien public. Dans les confirmations plutôt, je parlerai de la présence sur ce salon de tous les acteurs majeurs de ce domaine, parmi eux, entre autres, Meta, qui était là avec un très gros stand. Et on traite directement avec les États-Unis pour leur venue. Et c'est l'un des seuls salons où ils participent en Europe. Donc ça, on est très fiers de ça. On a eu pas mal de conférenciers. On était à plus de 60 conférenciers du monde entier venant partager leur expérience sur la réalité virtuelle et augmentée. Un nouveau dispositif qu'on a lancé qui est ce qu'on appelait une journée doctorale. On a invité tous les doctorants de France qui s'intéressent à la réalité virtuelle ou augmentée, qu'il s'agisse d'intérêts technologiques ou d'intérêts philosophiques ou droit, juridique, etc. Et on a réussi à réunir plus de 60 doctorants pendant une journée à Laval, qui ont pu échanger entre eux, partager des pratiques, des enjeux, des thématiques. Et c'est un dispositif qu'on va renouveler à l'avenir, un nouveau dispositif qui nous permet de faire le lien entre ce salon très professionnel, très business, et le monde académique, qui est pour nous un élément fondamental de cet écosystème et des progrès futurs qu'on peut attendre. Sur les rapports aux écoles et peut-être aussi à la formation, comment ça se passe à Laval? Est-ce qu'il y a des manques aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le pôle français de formation aux technologies de réalité virtuelle le plus important. On a des formations qui vont du Bac+3 jusqu'au post-doctorat ici à Laval, avec parmi eux des acteurs publics reconnus comme les arts et métiers, qui ont ici à Laval 3 masters différents, plus une équipe de recherche d'une 20aine de personnes, une chaire de recherche. On a également des acteurs privés, comme des écoles d'ingénieurs, le SIEA, les STACA, qui ont des options sur la réalité virtuelle. On a l'Université catholique de l'Ouest, qui forme des infographistes 3D parmi les meilleurs en France reconnus dans le monde du jeu vidéo et de la 3D temps réel. On a une antenne de l'Université du Mans, fac de droit, qui s'intéresse aux sujets juridiques autour
nouvelles technologies et de la blockchain en particulier. Donc je dirais qu'on a un panorama de l'éducation supérieure qui est bien développé, qui se développe fortement. On sera à plus de 1000 étudiants autour de la réalité virtuelle d'ici à l'année prochaine. J'ai oublié de mentionner l'installation toute récente à Laval de l'école de design de Nantes qui ouvre une antenne avec 3 bachelors plus un master, donc 4 formations lancées d'un coup en 2024 autour du design immersif et de la réalité virtuelle. Et pour répondre à votre question sur ce qui nous manque, aujourd'hui, je pense qu'il nous manque encore une formation d'enseignement supérieur autour du commerce et du marketing, et plus particulièrement du marketing et du commerce des technologies innovantes, numériques innovantes. Donc ça, c'est un souhait, c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse se développer pour vraiment compléter le panorama et pouvoir imaginer des projets et des synergies entre des ingénieurs, des designers, des juristes et des écoles de commerce. Voilà. Puisque le West Data Festival est avant tout une vitrine de ce qui se passe au quotidien en Mayenne et plus particulièrement à Laval, allons maintenant à la rencontre d'un chef d'entreprise. GIS est peu connu du grand public. Pourtant, c'est un des fleurons de l'industrie française. Bruno Bouygues a repris l'entreprise avec son père en 1997, alors qu'elle n'était qu'une simple PME lavalloise. Un quart de siècle plus tard, GIS réalise annuellement plus de 130 millions d'euros, exporte dans le monde entier et salarie 900 personnes, dont 700 à Laval. Loin des clichés que nous pouvons avoir sur l'industrie, GIS est la démonstration bien vivante que l'innovation est au cœur de son modèle. Alors GIS, c'est une entreprise assez ancienne du territoire, puisqu'on fête cette année nos 60 ans, qui a commencé par bobiner des transformateurs. Puis petit à petit, le marché automobile est arrivé, il a fallu faire des chargeurs de batterie. Donc des transformateurs sont devenus des chargeurs de batterie. Et puis, ce qu'on appelle le soudage à l'arc. En fait, un arc électrique, c'est 24 volts, donc avec un chargeur de batterie, 24 volts, en fait, on pouvait faire un petit poste de soudage. Pendant une quarantaine d'années, le métier de l'entreprise, c'était de bobiner du cuivre ou de l'aluminium sur des carcasses plastiques. Petit à petit, l'électronique est arrivée, et l'électronique a remplacé le transformateur par un convertisseur. Et en fait, au début, on répliquait les caractéristiques du transformateur, finalement. Et puis, petit à petit, une fois qu'on a bien compris comment répliquer ces produits électromécaniques, eh bien, on s'est dit qu'il fallait ajouter des fonctions nouvelles. Et donc, au lieu de mettre une carte électronique avec des composants électroniques passifs, on a commencé à incorporer des semi-conducteurs qu'on devait programmer. Et cette programmation nous a permis d'apporter du confort et puis, petit à petit, des opérations supplémentaires. Et puis, tout doucement, on avance dans le temps. Là, on est à peu près il y a 10 ans. Les premiers écrans sont commencés à arriver, puisque les clients nous ont dit, on aimerait avoir des machines plus sophistiquées, on aimerait faire des réglages plus précis, et puis on aimerait commencer à avoir de la traçabilité de tout ce qu'on fait, pour pouvoir sortir des rapports des produits. Et donc, la densité logicielle, en fait, a commencé à monter. Et puis, les gens ont voulu sortir des données des machines pour de la traçabilité, pour de l'analyse aussi, pour voir un peu comment améliorer la productivité, pour améliorer l'ensemble des opérations, pour aussi commencer à connecter ces machines à des automates, à des robots. Et en fait, la partie logicielle s'est envolée. Et aujourd'hui, sur une machine, vous avez véritablement la partie hardware et la partie software. Et donc, dans cette usine, on est à peu près 700 personnes et il y a à peu près 150 personnes qui travaillent à la conception des machines. Une partie hardware et une partie software. Donc, la caractéristique du soudage, c'est qu'on a connu une mutation technologique d'une violence terrible. Et on est passé finalement de technologies proches du fer à repasser à aujourd'hui des architectures électroniques qui sont utilisées dans des serveurs informatiques les plus rapides au monde. Donc en fait, on a fait un saut. Et ce saut, on l'a fait au calme en Mayenne. Et donc aujourd'hui, ici, on a une armée de docteurs, d'ingénieurs. On a l'impression que vous êtes dans l'échange permanent avec vos clients pour faire évoluer vos produits. Ce qui est sûr, c'est que lors de l'électromécanique, la durée de vie des produits était très longue. Finalement, on ne refaisait pas tellement les produits. Un produit pouvait rester sur l'étagère pendant 20 ans, et pendant 20 ans, on vendait le même produit. À partir du moment où vous avez de l'électronique et du logiciel, le cycle d'innovation se raccourcit, et les clients attendent des innovations régulières. Donc, il faut essayer de les anticiper, il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre ce vers quoi les clients vont. Il
faut se rapprocher des très grands donneurs d'ordre qui sont souvent leaders dans la pensée sur leurs besoins. Je pense au nucléaire, je pense à l'automobile, notamment, je pense au transport dans la globalité, que ce soit aérien, ferroviaire. Et si on fait ça, on se construit une image de marque, et puis on commence à changer le paradigme de l'entreprise, où on passe d'un fournisseur de produits à un fournisseur de solutions. Et quand vous devenez un fournisseur de solutions, eh bien les gens vous regardent différemment et vous emmènent dans des aventures industrielles passionnantes. Et vous exportez depuis combien de temps ? Écoutez, on a repris une entreprise il y a 25 ans, on a commencé à exporter dès le démarrage, d'abord dans des pays très proches, et puis après on a travaillé beaucoup, puisqu'on exporte aujourd'hui dans 132 pays. Est-ce que vous avez bénéficié, au sens positif du terme, de l'écosystème à Laval ? Oui, c'est la grande chance de la Mayenne, il y a une proximité, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Donc déjà, quand vous êtes en Mayenne, vous avez cette proximité, cette entraide, donc ça qui est très importante. Au niveau du support du département, ça a été le cas jusqu'à la loi NOTRe, puis après les fonds sont partis à la région, et donc là c'est plutôt dans un cadre régional plutôt que départemental, mais tout le monde nous a aidés à franchir des étapes. Ok. Et la question cyber ? Je pense que GIS, en fait, comme beaucoup d'autres entreprises qui ont une taille critique et qui sont une cible naturelle, et donc à nous de faire du mieux qu'on peut en termes d'éducation de nos collaborateurs, en termes d'investissement dans les outils numériques nécessaires. Je pense notamment à la mise en place récente d'un EDR pour utiliser justement de l'intelligence artificielle pour suivre tout ce qui se passe sur les ports de tous les ordinateurs et tout le réseau. Je pense, personne ne peut être parfait. Par contre, on peut essayer d'être le moins imparfait possible. Et donc, je pense que si on est au milieu du troupeau, dans notre catégorie, on a moins de chances de se faire bouffer par le lion que le dernier. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc on travaille avec des experts, on fait beaucoup d'audits, et donc on essaie de progresser étape par étape. Ok. Et j'ai une question, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Est-ce que vous avez une sorte de devise ou de mot d'ordre qui est un peu au quotidien ? Oui, on a un motto chez GIS qu'on met souvent sur des présentations qui est « Invest in the future ». Ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais ça veut dire que quand même, notre ambition, c'est quand même d'investir et de construire un futur commun, que ça soit avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos collaborateurs. Et donc, chacun interprète cette devise un peu comme il veut, mais les deux piliers, c'est investir, et deuxièmement, le futur. Et le futur, pour nous, c'est un mélange de compétences qu'on a besoin d'acquérir pour continuer à suivre nos clients. Donc, vous parliez de l'intelligence artificielle, c'est des sujets sur lesquels on va devoir travailler demain. C'est pas encore un cœur sujet, mais l'intelligence artificielle arrive chez GIS plutôt de façon détournée, soit au travers de moteurs de recherche, comme sur le site où on a Algolia, qui est un moteur de recherche à base d'intelligence artificielle qui est arrivé, soit sur des petits réseaux neuronaux embarqués dans des énormes machines-outils qui arrivent en production. Donc c'est plutôt soit dans des outils de traduction automatique pour l'export. Donc en fait, on le voit, l'intelligence artificielle qui arrive au travers d'outils, mais ce n'est pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qui va permettre de changer le paradigme de l'entreprise. Il y a quand même une forme de maturité, et en fait, on voit que les grandes innovations ressortent des usines. Et donc, on va avoir une nouvelle génération qui va avoir un regard sur l'industrie beaucoup plus positive, puisque l'industrie va être source d'innovation exceptionnelle pour l'avenir. Et je trouve que l'innovation est source de challenge, mais source d'opportunités exceptionnelles. Merci beaucoup. Ça va ? Très bien. On a pas mal parlé. Merci beaucoup de me consacrer autant de temps. C'est normal. L'avantage avec Christian Travier, c'est qu'il connaît tout le monde sur place. Grâce à lui, nous avons pu également rencontrer Nicolas Chevrier, directeur du site de Lumines à Mayenne. Lumines est un autre fleuron de l'économie du territoire. Nous avons pu l'interroger sur le rôle de l'IA et des data dans son entreprise. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter en quelques mots Lumines, quel est un peu le secteur d'activité ? Donc, bonjour, Nicolas Chevrier, je suis directeur de l'expérience client et de la communication chez Lumines. Lumines est une entreprise implantée notamment ici en Mayenne, pour la moitié de ses effectifs français.
C'est un groupe qui a été créé ici il y a plus d'un siècle sur les fondations d'une imprimerie, une activité qu'on a cessée en 2020. Et depuis longtemps, le groupe s'est orienté vers l'informatique et aujourd'hui dédié à cette activité des services numériques où nous accompagnons nos clients dans leur digitalisation au sens large, mais plus spécifiquement sur la digitalisation de leur processus métier. Ils nous confient une partie de leur activité, tout ou partie de leur activité, et nous nous chargeons de la rendre plus performante, plus automatisée et à plus forte valeur ajoutée quand c'est possible dans les services qu'ils rendent à leurs usagers, leurs assurés, leurs clients eux-mêmes. Donc voilà le cœur de notre activité. Et vous l'avez dit, finalement, votre entreprise a eu plusieurs vies dans l'imprimerie, dans l'informatique. Vous êtes aussi partenaire de ce festival, West Data Festival, où il est beaucoup question d'IA. L'IA, c'est un enjeu aussi pour vous ? En fait, l'enjeu pour Lumines est un petit peu particulier de par notre activité, parce que justement, l'intelligence artificielle est intégrée à nos offres et nos process depuis très longtemps. Mais quand je dis ça, il n'y a pas de manque de modestie du groupe, aucunement. C'est que c'est pas nouveau pour nous. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que ça prend et la révolution qui est autour. Et ce qui va être nouveau, y compris chez Lumines, c'est l'usage de l'IA pour tous nos services internes, nos propres services. Et ce, comme pour toutes les autres entreprises. Maintenant, sur notre activité core business, on va continuer à utiliser l'intelligence artificielle. On a effectivement des services R&D, data, IA très conséquents et très experts sur les sujets. Mais ils vont continuer à utiliser l'IA telle qu'elle est aujourd'hui. Donc avec tout ce que ça peut permettre de plus qu'hier pour booster nos services, booster nos offres au service de nos clients. Donc effectivement, le partenariat avec le West Data Festival, lui non plus n'est pas nouveau, on est partenaire depuis le début. Et l'idée est vraiment de montrer que nous sommes un acteur, alors localement mais bien au-delà, autour de la data et de l'IA. Et c'est pourquoi on est très content d'être ici, d'être partenaire. Comment vous expliquez le fait que toutes ces entreprises sur le VR à la base et puis aussi IA soient implantées ici ? Enfin, pourquoi ici ? Alors la locomotive de la tech ici en Mayenne et à Laval plus spécifiquement est effectivement le monde de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée avec sa locomotive Laval Virtual. Autour, et ça date pas d'hier non plus, et autour effectivement il y a des acteurs qui se greffent avec plus ou moins de liens, mais autour de la tech, et la tech au sens large. Vous l'aurez compris, Lumines est un acteur de la data, de l'IA, pas spécialiste de la réalité virtuelle. Et puis on a des acteurs aujourd'hui fédérés autour de l'association French Tech qui sont dans des secteurs très très variés et des disciplines très très variées. Mais la locomotive est depuis très longtemps la réalité virtuelle avec une initiative des institutionnels il y a plusieurs dizaines d'années qui a permis cette implantation forte. Un des enjeux, c'est aussi de pouvoir avoir des jeunes talents, j'imagine. Est-ce que ici, le fait qu'il y ait pas mal d'écoles d'ingénieurs, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est un plus aussi, même si votre implantation ici est bien antérieure ? Alors, notre implantation date effectivement, y compris, surtout à Mayenne, dans le nord du département. Ce qui est nouveau en 2024, c'est qu'on va ouvrir un site ici à Laval pour justement ancrer encore un peu plus le groupe dans ce beau département et pour améliorer un petit peu notre attractivité, notamment par rapport à ces profils tech. En se situant ici à Laval, à proximité du Laval Virtual, des acteurs de l'écosystème tech du département et effectivement, vous l'avez dit, des écoles qui sont déjà des pourvoyeurs pour nous de stagiaires, d'alternants et de futurs embauchés. Vous parliez tout à l'heure de la French Tech où il y avait pas mal d'emballement, en tout cas de la capacité d'investissement européen, extra-européen. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Il y a des dispositifs effectivement qui existent. Les acteurs et les adhérents de la French Tech peuvent en bénéficier, mais pas que. Il y a aussi et surtout, si je veux parler du groupe Lumines, une volonté pour chaque entreprise d'investir elle-même par ses propres moyens. Je pense que c'est notre positionnement à nous pour assurer aussi notre souveraineté et au sein d'une entreprise et plus localement. Donc oui, il existe des dispositifs et heureusement, ça permet de booster la tech en France et dans les territoires. Et puis à chaque entreprise de mettre le curseur là où il faut, sur les bons sujets. Et je pense que l'IA va être une thématique d'investissement importante pour beaucoup d'entreprises
et en particulier pour le groupe Lumines. On voit naître la question du numérique responsable. Est-ce qu'il y a aussi une question de data responsable ou de data éthique ? C'est un vrai sujet et justement dans le groupe Lumines, on a décidé de développer un référentiel justement qu'on a baptisé Data Éthique pour justement asseoir ces développements autour des technologies et de la data en particulier dans un cadre responsable. C'est pas un label, hein, c'est un petit peu plus modeste que ça, mais c'est un référentiel qu'on a développé et qui est vraiment au cœur de notre stratégie. D'ailleurs, on peut rebondir aussi sur le côté humain qui est relié à l'IA. Et l'IA et la data, ça c'est aussi une caractéristique du groupe Lumines de par ses activités, c'est de dire oui, on sait développer des technologies, des logiciels très performants à base de plus en plus d'IA, mais systématiquement on couple ça de l'humain et à tous les niveaux, c'est-à-dire au moment de la conception et de l'algorithmie où on doit, et c'est dans ce cadre notamment de data éthique, on doit expliquer, surveiller ce qu'on fait pour éviter toute dérive, mais c'est aussi dans l'exploitation de ces technologies-là au quotidien, de faire en sorte que l'humain soit systématiquement pour contrebalancer les décisions d'une intelligence artificielle. C'est notre credo, c'est ce qu'attendent aussi nos clients, c'est de s'assurer que quand on met en œuvre une technologie, elle est bien supervisée. C'est un terme technique IA, mais c'est aussi un terme humain. Et Lumines est très attentif à ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Parmi les partenaires historiques du West Data Festival, on trouve aussi Orange. Pour en savoir plus sur la manière dont se déroule ce partenariat, je suis allé à la rencontre d'Alexandre Cross, directeur des relations avec les collectivités locales en Mayenne. Est-ce qu'on peut avoir tout d'abord peut-être une petite présentation de ce que vous faites chez Orange ? Je m'appelle Alexandre Cross, je suis directeur en charge des relations avec les collectivités locales pour les départements de la Mayenne et de la Sarthe. Alors, quels sont les liens qui existent entre Orange et le West Data Festival ? Alors en fait, il y a des liens assez forts puisqu'en fait, on est partenaire du West Data Festival depuis le début, il me semble. Et puis en plus, on fait partie du conseil d'administration de Laval Mayenne Technopole qui organise le West Data Festival. Ça s'inscrit dans une idée pour nous qui est très importante, c'est la présence territoriale. Et donc, on se doit de participer à des événements majeurs du territoire. Et pour nous, le West Data Festival est au cœur de notre métier et donc c'est très important d'y participer. Vous étiez aussi intervenu dans la programmation, alors pas personnellement, mais vous avez proposé des experts. Est-ce quelle était la thématique sur laquelle Orange est intervenu ? En gros, on essaye tous les ans d'amener des experts pour aborder des problématiques diverses qui touchent nos métiers d'Orange. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on était intervenu avec une chercheuse d'Orange Innovation sur l'IA consacrée au domaine de la recherche. C'est une chercheuse qui aussi travaille à l'Université de Laval. Donc ça avait tout son sens de la faire intervenir sur ces sujets d'IA. L'année dernière, moi, je suis intervenu avec une experte sur le sujet de Fluvision, qui est un outil de gestion, de connaissance des données de mobilité d'un territoire. Et cette année, donc on a une experte qui est intervenue sur les sujets de la data et de la performance de la data, notamment sur une table ronde qui était Jeux Olympiques oblige, consacrée à la performance de la data au service du sport. Et vous accompagnez aussi un autre festival historique, le Laval Virtuel. Alors oui, tout à fait. Alors effectivement, le Laval Virtuel, c'est un festival majeur du territoire, qui a une portée internationale pour le coup. Et donc on participe à plusieurs niveaux sur le Laval Virtuel. Donc en fait, on essaie de participer soit à des tables rondes, soit à des stands, soit en partenariat avec des startups, accompagner des startups du territoire aussi sur cet événement. Ça permet en fait de ne pas être toujours sur les mêmes thématiques. Ce qui m'a impressionné en me déplaçant à Laval l'autre jour, c'est le côté fédérateur de tous ces événements et comment les entreprises ont l'habitude de travailler ensemble. C'est une particularité de ce territoire-là. Il y a quelque chose qui est l'ordre de l'ADN. Alors, ouais, tout à fait. Alors, déjà, dans l'Ouest, c'est assez fort quand même, cet attachement au numérique et à ce sujet d'innovation. En particulier en Mayenne et en particulier à Laval, on peut signaler que c'est un territoire particulièrement dynamique sur les sujets notamment de la réalité virtuelle, qui est sa signature, mais pas que. C'est un territoire, on le voit, où
les entreprises et les collectivités territoriales arrivent à travailler ensemble, se donnent la main pour faire réussir le territoire. Et ça, c'est quand même une spécificité de la Mayenne et de Laval. Hein. Alors, je dis pas que tous les autres territoires sont pas comme ça, sont différents, mais il y a quand même dans cet ADN, vous parliez d'ADN du territoire. Moi, si je devais quelque part le définir, c'est ça, c'est cette capacité à travailler ensemble et à faire progresser le territoire. Orange, pour le grand public, c'est avant tout un abonnement, un forfait, mais ne faites pas que ça. Et dans ce podcast, on parle beaucoup de data, d'IA, de VR, mais aussi de la dimension cyber. Comment Orange, justement, accompagne les entreprises et les collectivités sur tous ces enjeux? En fait, on fournit, nous, Orange, depuis longtemps, des solutions à la fois au grand public, vous l'avez dit, mais aussi aux PME, aux petites entreprises, aux entreprises de taille plus importante, hein, voire internationale, ce qu'on appelle les grands comptes, mais aussi beaucoup auprès des collectivités territoriales sur un certain nombre de projets autour de la data, de l'IA et de la cyber, vous l'avez dit. Euh, En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir traiter la donnée dans toute sa globalité. Une donnée, en fait, beaucoup d'entreprises, de collectivités manipulent beaucoup de données aujourd'hui. Cette donnée, elle a de la valeur. Elle peut produire un certain nombre de cas d'usage qui dégagent de la valeur. Et parfois, il faut aider ces structures à ce qu'on appelle manager la donnée, lui faire la faire aboutir à un élément de valeur pour la collectivité ou pour l'entreprise. Je vous donne un exemple. Les sujets qu'on appelle aujourd'hui de smart eco, hein, qui autour des économies d'énergie. Par exemple, quand vous êtes une collectivité ou une entreprise, ça peut être intéressant de mettre des capteurs, hein, ce qu'on appelle l'IoT, hein, sur différents sites, l'éclairage public, la gestion de l'eau, etc., de recueillir l'ensemble de ces données et de produire un certain nombre de tableaux de bord, d'indicateurs qui permettent de manager cette donnée et savoir où il y a des fuites, où il y a des consommations importantes. Par exemple, là, je prends le cas de l'eau, mais ça peut être le cas de l'énergie aussi. Et donc là, on voit effectivement toute l'importance qu'a cette connaissance et à quoi sert l'intelligence de la donnée. Les sujets cyber, on peut en parler aussi, hein, puisque aujourd'hui, c'est des sujets centraux, puisqu'on voit qu'un certain nombre de collectivités, d'entreprises publiques ou privées se font attaquer, ont des actes malveillants. Là, effectivement, nous, on est capable d'intervenir à 3 niveaux hein, pour ces clients-là. Un niveau de prévention, d'éducation, de mettre des outils d'alerte, d'alerting, hein, notamment pour voir s'il y a des intrusions sur les systèmes. Mais aussi, on est capable d'accompagner aussi ces clients dans la gestion de la crise, une fois qu'ils ont été attaqués, et la résolution de la crise. Donc ça, c'est des domaines qui sont très très importants parce qu'on voit que aujourd'hui, les sujets cyber, ça peut mettre à mal l'activité d'une collectivité ou d'une entreprise. Voilà. On peut parler aussi de l'IA générative. Ce qui est important de savoir, c'est que pour traiter au mieux ces sujets, il ne faut pas le faire tout seul. On le fait avec des partenaires, on le fait avec des startups, on le fait aussi avec des partenaires industriels. Et c'est tout cet écosystème qui permet effectivement d'avoir une vision globale de ces problématiques. Et puis aussi, on peut servir de laboratoire interne aussi. Orange est une grosse entreprise, plus de 100 000 salariés, donc avec un certain nombre de besoins, de cas d'usage, etc. Et donc parfois, on se sert de l'écosystème Orange interne comme laboratoire pour expérimenter des cas d'usage et ensuite les exporter à l'extérieur. Je ne pouvais pas m'arrêter à Laval sans aller à la rencontre d'un autre chef d'entreprise important du territoire. Autodidacte, entrepreneur et passionné d'innovation, Laurent Léry est aussi président du Stade Lavallois. Il dirige son club avec les valeurs qui ont toujours été les siennes, d'abord et avant tout au service de l'humain. Et si l'utilisation des data dans le sport professionnel, à commencer par le football, s'est imposée il y a déjà plusieurs années, elle doit toujours être mise, comme il nous l'a rappelé, au service d'un projet collectif. Comment il faut vous présenter? Est-ce que vous êtes d'abord un chef d'entreprise ou un passionné de football? Alors d'abord un chef d'entreprise et dans mes activités, j'ai pris la présidence il y a 3 ans du conseil d'administration du Stade Lavallois Mayenne FC.
Mais ça reste une entreprise, donc je suis président du conseil d'administration. Je suis ici à Laval pour parler IA, data. J'étais tout à l'heure au West Data Festival. Alors comme ça, le lien n'est pas forcément évident entre foot et IA. Voilà, quels sont les ponts que vous faites, vous, de votre côté ? Ce qui se passe dans le monde du football, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de data pour compiler, observer des données. Et au Stade Lavallois, il y a 3 ans, j'ai créé un service data, où on a aujourd'hui 3 personnes, qui analysent les performances sportives des joueurs sur 5 pays. Et à une période dans le monde du football, on avait ce qu'on appelait des scouts, qui allaient observer des matchs et qui faisaient des rapports à des clubs pour dire j'ai vu ce match samedi 13 février 1983 et j'ai vu ce joueur et vous pouvez le prendre parce qu'il possède telle qualité. Voilà. Ça, c'était l'ancien monde. Moi, j'ai subi ça, puisque ça fait 20 ans que je suis à la tête du club, pendant trop d'années. Et dans mes activités professionnelles autres, j'ai mis de la data et de l'IA dans mes entreprises depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'ai amené ça dans le monde du football, mais bon, le monde du football ne m'a pas attendu. Et a remplacé au fil du temps les scouts, les observateurs de matchs, par de la data. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les matchs sont filmés. Ligue 1, Ligue 2, National, National 3, National 2. Et on obtient des images de performance de joueurs objectives, tracées, qui sont compilées par des plateformes, et qui, ces plateformes, mettent à disposition des clubs des clés de données sportives, des images, pour pouvoir recruter des joueurs, sur commande la plupart du temps du directeur sportif quand il y en a un, ou de l'entraîneur, pour dire il me faut un joueur à tel poste, qui possède telle qualité. Ça, on rentre ça dans les bases de données data, et la data nous sort le champ des possibles des joueurs qui possèdent les qualités au poste pour pouvoir intégrer le club. Et donc c'est une donnée extrêmement importante, et tous les clubs aujourd'hui utilisent plus ou moins les datas pour faire du recrutement. Le deuxième point, c'est que nous-mêmes, on stocke dans nos données les performances des joueurs à l'entraînement, puisque les joueurs sont pucés systématiquement au niveau professionnel, mais même au niveau F3F, N2 et national, pour connaître leurs performances sportives, physiques à chaque entraînement. Et c'est dans leur maillot ? C'est dans leur maillot. Ouais. Ils ont ce qu'on appelle une chasuble avec une puce. Et donc on va stocker leurs performances et on va observer leur pic de performance ou ce qu'il faudrait travailler, parce qu'on sent que là il y a des choses qui sont pas à un niveau par rapport aux exigences qu'on attend sur le poste. Voilà. Donc on fait de la data amont pour recruter, on fait de la data quotidienne pour là du coup observer la performance, voire l'améliorer. On fait pas de data mentale encore, mais dans le football, parce que c'est un sport collectif, mais on en fait de plus en plus dans le monde des sports individuels. Ou par exemple, moi je m'intéresse à un autre sport qui s'appelle le golf, depuis maintenant plus de 30 ans. Et un joueur de golf, on sait parfaitement stocker ses émotions à chaque coup, pour lui permettre de s'améliorer quand il fait un mauvais shot, on appelle ça un shot au golf, ou au contraire un bon, et on observe son émotion. Et j'imagine que dans le monde du football, alors c'est plus compliqué dans le sport collectif, parce que en fonction de la situation, du choc éventuellement avec l'adversaire, d'une relation qu'on n'a pas forcément mesurée avec un coéquipier, on va avoir des émotions qui vont être très très variables. Donc c'est compliqué à stater. Mais n'empêche que la data stocke aujourd'hui des données comportementales qui permettent d'améliorer le savoir-être à côté du savoir-faire. Ce qui vous tient à cœur, c'est aussi l'humain et le savoir-être. Et donc là-dessus, moi je suis intransigeant, c'est-à-dire qu'on a besoin de la data pour observer en amont et pour créer finalement une aide à la décision, mais pas une décision. Parce que la décision, elle doit appartenir à l'humain dans l'observation du savoir-être à côté du savoir-faire. Et moi j'ai pas de directeur sportif et j'en suis très fier. On est 3 personnes à observer ces sujets-là. Eh bien, on va aligner le savoir-être et le savoir-faire. Et quand les deux sont alignés, on fait des propositions de recrutement. Si les deux ne sont pas alignés, on ne fait pas de proposition de recrutement. J'ai lu ici ou là que vous étiez autodidacte. Est-ce que c'est toutes ces valeurs, ces manières de voir l'entreprise et fondée sur ces piliers, c'est des choses que vous avez développées dans vos entreprises en amont, en avant En fait, c'est lié à mon expérience de vie, effectivement.
Moi, j'ai créé un groupe industriel de distribution que j'ai fondé dans un sous-sol pour arriver à un groupe d'environ 250 collaborateurs avec 14 sites. Donc, je suis passé par toutes ces étapes que j'ai gérées instinctivement dans un premier temps, puis j'ai conscientisé au fil des années pour en tirer une expérience, pas des conclusions, parce que tout bouge. Mais par contre, ma conviction, c'est que tout a changé, rien n'a changé, et que les bases fondamentales de la réussite, elles s'appuient toujours sur ces deux piliers. Voilà. Elles s'appuient toujours sur le soutien. Elles s'appuient jamais dans la violence, jamais dans le conflit. Et que moi, je n'ai de cesse que de transmettre le soutien, transmettre la bienveillance, accompagner le développement. Par contre, à la base, il me faut des valeurs qui sont, encore une fois, qui reposent sur ces deux piliers. Et donc, je pense que moi, c'est mon université de la vie qui m'a appris ça. Et j'ai pas d'exemple d'autres recettes au succès. Et à chaque fois qu'on observe l'échec, et je l'ai vécu, parce que évidemment, ma vie n'est pas couronnée de succès dans tout ce que j'ai entrepris, eh bien, à chaque fois, ces piliers n'étaient pas respectés. Et il y a 4 autres piliers qui m'intéressent, c'est d'aligner ça à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, économique. Et tout ça, ça contribue à l'édifice. Et à chaque fois qu'un édifice se monte, on voit qu'il y a toujours un équilibre entre tout ça. Et à chaque fois que l'édifice tombe, parce qu'il y a un pilier qui n'a pas été arrosé suffisamment. Voilà. C'est ça mon observation. J'en ai fait une expertise, puisque j'ai C'est visionnaire, c'est ça? Voilà, où j'accompagne aujourd'hui le développement de certaines structures. J'en fais des conférences pour développer toutes ces valeurs, parce que je considère qu'elles ont un sens et que tout a un sens. L'heure est déjà venue, chères auditrices et chers auditeurs de Parole d'élus, de nous quitter. J'espère que ce 5e épisode, réalisé à Laval, vous a permis d'y voir plus clair sur les enjeux de data et d'IA. Un immense merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli si chaleureusement pour réaliser ce podcast. Je pense en premier lieu, bien évidemment, à Christian Travier et Laura Nugre de Laval Mayenne Technopole, mais aussi à Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglo, à Olivier Richefou, président du département de Mayenne, à Constance Nebula, vice-présidente de la région en charge du numérique, à Jérôme Allaire, maire d'Entram, VP de Laval Agglo en charge de l'innovation, à Alexandre Boucher, directeur de Laval Virtual et de Clarté, à Bruno Bouygues, dirigeant de GIS, à Nicolas Chevrier, directeur du site de la Mayenne de Lumines, à Alexandre Cross, directeur des relations avec les collectivités locales en Mayenne pour Orange, et à Laurent Léry, entrepreneur et président du Stade Lavallois.